RCJ Midi, Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Au programme de cette édition, le président du Sénat, Gérard Larcher, sera à 12h15 au micro de Valérie Nataf, ainsi que l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, à 12h40 au sujet de la situation en Israël. Notre correspondante, Emmanuel Haddad, sera également en ligne avec nous depuis l'État hébreu. Et puis également dans ce RCJ Midi, le billet d'humeur d'Aurélien Veil, la chronique écho de Gilles Belaïch. Voilà donc pour le programme de cette édition spéciale que l'on débute tout de suite par un point sur l'actualité. Le journal. RCJ Midi, édition spéciale. Alors que l'armée israélienne continue de bombarder des positions du Hamas dans la bande de Gaza, elle annonce avoir repris le contrôle total du sud de l'État hébreu. Ça leur donne également la mobilisation de 60 000 réservistes, soit la plus importante depuis la guerre de Kippour. Les combats ont fait pour l'heure au moins 900 morts et 2600 blessés. 2 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, Benyamin Netanyahou a pris hier soir la parole. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra, a-t-il notamment déclaré en précisant que ce que le Hamas a fait, nous ne l'avons pas vu depuis les horreurs de Daesh. Fermez les guillemets. Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se tient ce mardi au sujet d'Israël. Pour l'heure, l'Union européenne a suspendu son aide au développement à l'égard des Palestiniens d'un montant total de 691 millions d'euros. Emmanuel Macron a également exprimé ce matin son soutien depuis l'Allemagne. Je veux ici dire et réitérer notre solidarité à Israël, notre condamnation sans équivoque des effroyables actes terroristes qui touchent ce pays depuis samedi. Nous avons hier pu nous entretenir, le chancelier et moi-même, avec le président Biden, le Premier ministre Sunak et la présidente du Conseil Meloni, et nous sommes tous mus par cette volonté commune, ne laisser aucune place au terrorisme et créer ensemble les conditions d'une paix durable au Moyen-Orient. Et néanmoins, contrairement à l'Union européenne, la France se dit défavorable à la suspension de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. D'après un nouveau bilan publié ce matin, 4 Français ont été tués dans l'attaque du Hamas contre Israël. 13 autres restent portés disparus. On a également appris le décès d'Omri Ram, 28 ans, qui avait effectué son année d'échange académique à Sciences Po Paris l'an dernier. Un hommage lui sera rendu ce vendredi à 12h15 à l'intérieur du campus Saint-Thomas et au sein de chaque campus en région. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris en soutien à Israël. Parmi elles, la maire Anne Hidalgo, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini ou encore l'ancien président Nicolas Sarkozy. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'est pas rendu à la marche, accuse le CRIF, je cite, d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien. Le ministre de l'Intérieur a reçu hier les représentants de la communauté juive de France. Il précise qu'une vingtaine d'actes antisémites ont été relevés dans l'Hexagone depuis samedi, parmi eux des propos menaçants contre les Juifs et Israël jusqu'au déploiement de banderoles de soutien aux Palestiniens. À noter que 10 personnes ont été interpellées en France au cours des 48 dernières heures. Vous écoutez RCJ, il est 12h04, c'était donc le journal et dans un instant vous retrouverez le billet d'humeur d'Aurélien Veil. RCJ Midi, édition spéciale. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale.
Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h06, l'heure de retrouver le billet d'humeur d'Aurélien Veil, avocat normalien et petit-fils de Simone Veil. Le billet d'humeur, Aurélien Veil. Bonjour Margot. Samedi 7 octobre au petit matin, en plein Shabbat, alors que le monde juif célèbre Simhat Torah, la fête de la joie de la Torah, des centaines de terroristes palestiniens du Hamas ont franchi à moto, en 4x4, en deltaplane, la barrière de sécurité, marquant la frontière entre Gaza et le sud d'Israël, que l'armée et le gouvernement israélien pensaient infranchissable. Pénétrant dans les villes, les villages et les kibbutzim du sud du pays, ils ont massacré sans distinction hommes, femmes, enfants, vieillards, tirant à l'arme automatique sur les passants dans la rue, les voyageurs attendant aux abribus, les familles vacant dans leurs maisons, les festivaliers participant à une rave party. L'horreur de cette journée est indescriptible. Circulent des témoignages et vidéos insoutenables de décapitations, de viols de masse, de cadavres profanés, de bébés égarés, de vieillards enlevés exhibés comme des trophées. On dénombre, pour le moment, 900 morts et plus de 2000 blessés, alors que des dizaines d'otages ont été emmenés à Gaza pour servir de bouclier humain et de monnaie d'échange. Le traumatisme créé dans la société israélienne par cette attaque inattendue est immense. Même le traumatisme de la guerre de Kippour, déclenchée par surprise elle aussi 50 ans plus tôt, presque jour pour jour, semble incomparable. Le 7 octobre 2023, ce sont des civils désarmés qui ont été assassinés, violés, massacrés, démembrés. Le 7 octobre 2023, c'est le jour où le plus de juifs sont morts en une seule journée, depuis 80 ans et la perpétration de la Shoah. Cette catastrophe humaine se double d'une faillite politique et militaire. Faillite du gouvernement de Benjamin Netanyahou qui assure faire de la sécurité sa priorité. Faillite des services de renseignement civils et militaires qui n'ont pas su prévoir ni par leurs informateurs humains ni par leurs capteurs technologiques cette attaque d'une ampleur inouïe. Les conséquences politiques et géopolitiques de cette journée d'horreur sont considérables. En Israël, les dissensions intérieures se sont tues. Le pays tout entier est désormais tendu vers la préparation de la guerre que lui ont déclarée ceux qui veulent sa destruction, les responsables terroristes à Gaza et en Iran. En matière de relations israélo-palestiniennes, toute perspective de paix semble désormais enterrée, en tuant des centaines de civils en plein cœur du territoire israélien reconnu internationalement. Les terroristes du Hamas ont déclenché l'enfer pour les populations civiles israéliennes, mais aussi palestiniennes qui subiront avec les opérations antiterroristes à venir les conséquences des initiatives désastreuses des dirigeants du Hamas, pendant que ceux-ci sont à l'abri en Syrie, au Qatar et en Iran. Sur le plan international, le soutien immédiat des gouvernements occidentaux, notamment français, allemands, britanniques, italiens et américains qui ont publié un communiqué commun, fait très exceptionnel, est contrebalancé par la suspension du processus de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui semblait si près d'aboutir. Empêcher cette normalisation porteuse d'espoir de paix pour toute la région, en faisant couler des rivières de sang israéliens et palestiniens, c'est certainement l'objectif que nourrissait le gouvernement iranien en déclenchant cette opération militaire. De nombreux éléments, comme des vidéos d'échanges entre combattants en farsi, la langue perse, montrent que les terroristes du Hamas ayant procédé à l'attaque du 7 octobre ont été formés, équipés, encadrés par des membres du corps des gardiens de la révolution islamique, l'unité paramilitaire chargée de la protection idéologique de la République islamique. Sur le plan international encore, le soutien immédiat de l'Ukraine contraste avec la position de la Russie, un allié stratégique de l'Iran, qui pourrait être tenté de profiter de la guerre au Proche-Orient pour détourner l'attention de l'opinion publique mondiale, notamment occidentale, de la guerre qu'elle mène en Ukraine. Face au risque d'extension du conflit, que traduit le regain d'activité militaire du Hezbollah au Liban,
L'administration Biden a réagi avec fermeté en dépêchant en Méditerranée orientale le porte-avions Gerald Ford et son groupe aéronaval. Le message à destination des pays qui envisageraient de profiter des circonstances pour attaquer Israël est clair. Clair, comme l'est la décision exceptionnelle de l'Union européenne de revoir les conditions d'attribution de son aide financière aux Palestiniens. En France, enfin, toute la classe politique a condamné l'attaque du Hamas contre les civils israéliens, à l'exception de la gauche radicale et la France insoumise, qui ont préféré incriminer la politique israélienne. Ce refus menace la NUPES d'implosion. Le divorce entre partis de gauche, comme le divorce entre les Juifs de France et cette partie de la gauche, semble désormais consommé. En conclusion, la constitution d'un gouvernement israélien d'union nationale est en cours de discussion afin de matérialiser l'unité du pays face au péril immédiat. Mais l'attaque du 7 octobre, parfois désignée comme la guerre de Soukhot, marque sans doute à terme la fin de la carrière politique de Benjamin Netanyahou comme la guerre de Kippour a marqué la fin de la carrière de Golda Meir. Avec l'aide de son armée, sa population et ses alliés, Israël surmontera les périls. Nous, Juifs du monde entier, sommes à ses côtés aujourd'hui comme toujours. Ainsi le prête serment à la fin de leur classe les soldats de Tzahal, Masada ne tombera pas une nouvelle fois. Nous y veillerons. À Israël. Aurélien Veil, vous écoutez RCJ, il est 12h11, nous sommes toujours en édition spéciale. Valérie Nataf nous a rejoint en studio. Bonjour Valérie. Margot. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si l'attaque qui a visé Israël ce week-end peut être comparée au 11 septembre 2001 aux États-Unis, d'après vous, Gérard Larcher. Je voudrais d'abord, moi, dire ma solidarité avec l'État et le peuple d'Israël, cible de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas. C'est bien de terrorisme islamique dans le cas présent dont il s'agit. Je ne fais pas de différence entre le Hamas, le djihad islamique, Daesh ou Al-Qaïda. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce comparable? En tous les cas, je pense que ça va être un très grand choc. Et que ce très grand choc, il doit nous tenir éveillés. Parce que, au fond, ce qui est en cause, c'est bien le droit à l'existence d'Israël, parce que l'objectif du Hamas, c'est d'éradiquer l'État d'Israël de la carte et d'éliminer aussi les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Gérard Larcher, bonjour, c'est Valérie Nataf qui vous pose maintenant les questions. Il y a quand même, avant qu'on en vienne à ce qui peut se passer en France, je voudrais quand même revenir sur la faillite des services secrets israéliens parmi les plus performants du monde. Comment vous l'expliquez-vous ? J'ai pas aujourd'hui d'explication. Il faudrait que nous ayons l'ensemble des éléments. J'ai naturellement demandé à ma cellule diplomatique d'examiner avec nos diplomates cette situation. Est-ce qu'il y a eu une trop grande confiance dans la technique, dans le numérique, dans les boucliers divers? Je n'en sais rien. Mais ça mérite, me semble-t-il, une analyse qui, au-delà du cas d'Israël, doit être une analyse que nous portons ensemble. Nous voyons bien que les services de renseignement, dans un certain nombre de cas, n'ont pas joué pleinement leur rôle. Je pense aussi sur l'agression russe en Ukraine. Je pense à ce qui s'est passé en Afrique, notamment à notre égard. Et en tous les cas, ça mérite une vraie réflexion. Et je ne vous cache pas que, avec la délégation parlementaire au renseignement, c'est un sujet dont nous devrons nous emparer. Alors, il n'y a pas de menace caractérisée en France à l'encontre de la communauté juive selon les pouvoirs publics. Donc, les mesures prises par Gérald Darmanin pour protéger les lieux de culte, les écoles, les commerces de la communauté juive, vous paraissent-elles justifiées ? Elles sont justifiées, mais avouez que dans une république laïque, devoir protéger spécifiquement des lieux de culte, et notamment parce que ce seraient des lieux de culte juifs et quelque part un indicateur de l'état où en est notre laïcité, du respect des uns et des autres et des valeurs de la République. Voilà pourquoi, je le dis, l'extrême gauche s'est déshonorée en remettant en cause dans un propos la fondation d'Israël par l'ONU en 1948. Il faut dire les choses très très clairement. Quand on parle de colonisation depuis 70 ans, on remet en cause l'existence d'Israël décidée par l'Organisation des Nations Unies. Vous en parlez, la France insoumise a
considérer, renvoyer dos à dos Israël et le Hamas. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, vient de déclarer que malgré les critiques, et le mot est faible, contre la position d'LFI, elle déclare « Nous ne changerons pas d'un iota notre position ». De ce point de vue, est-ce que pour vous, LFI appartient toujours à ce qu'on a coutume d'appeler l'arc républicain ? En tous les cas, il en est sorti de l'arc républicain. Il en est sorti, et je reviens sur le mot de colonisation depuis 70 ans et sur le droit à l'existence de l'État d'Israël. C'est pas simplement, j'allais dire, les réactions, incompréhensibles et inacceptables de Madame Panot. Nous devons réaffirmer le droit absolu à l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que vous considérez que les prises de position de Mme Panot, de M. Mélenchon, de M. Boyard vont à l'encontre du droit à l'existence d'Israël ? Oui, parce que quand vous utilisez le terme colonisation, est-ce que l'ONU aurait organisé en 1948 une colonisation ? La réponse est non. Je ne méconnais pas les difficultés qui peuvent exister, tout ce qui a émaillé cette période, mais il y a des mots qui ont un sens. Et moi, comme président d'une assemblée parlementaire, d'un État qui a reconnu l'État d'Israël dès le début, mon devoir est de rappeler cela. Voilà pourquoi j'ai écrit hier au président Herzog et au président de la Knesset pour leur dire la solidarité du Sénat. Et d'ailleurs, demain matin, le groupe d'amitié France-Israël se réunit avec l'ensemble des chargés d'affaires de l'ambassade d'Israël. Et je me rendrai, ce qui n'est pas toujours habituel, je me rendrai à une partie de leur réunion de travail pour manifester clairement ma solidarité et la solidarité du Sénat. Je sais qu'un certain nombre de présidents de groupes politiques réfléchissent à une résolution et je ne vous cache pas que je souhaite que cette résolution puisse être discutée dans les délais prévus tout simplement par les règlements et la Constitution. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a interdit hier la venue de Mariam Abu-Daka, qui est membre du Front de libération de la Palestine, reconnue donc comme organisation terroriste par l'Union européenne, à se rendre dans l'hémicycle. Elle y avait été invitée par la députée insoumise Ercilia Soudé. Est-ce qu'il a fallu attendre finalement cette guerre contre Israël pour que cette décision soit prise ? Est-ce qu'elle n'a pas trop tardé selon vous ? Écoutez, elle l'a fait et je soutiens sa décision. Sans réserve. Je ne sais pas à quel moment elle a été informée, mais je pense que c'était la seule décision possible. Et je suis aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale dans cette décision. Nous devrons réfléchir aussi, car s'il y a des lieux où peuvent s'exprimer la liberté n'est pas la négation des droits humains. Je pense à certaines universités, je pense à d'autres lieux. Je suis pour la liberté absolue, mais la liberté absolue a pour limite le respect des droits humains. Alors, le sénateur Stéphane Le Rudulier, qui est un sénateur de votre groupe, qui est les Républicains, demande la dissolution des partis ayant fait l'apologie du terrorisme, comme la France Insoumise ou le nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que vous approuvez cette initiative ? Il y a du droit pour ça. Peut-être que les parquets pourraient se préoccuper de certains propos. Je les vois parfois se préoccuper d'autres propos et ils ont raison. Je n'ai pas encore entendu un parquet réagir à un certain nombre de propos qui sont, j'allais dire, assez en dehors des valeurs républicaines. Autre sujet, mais pas le moins polémique, l'Union européenne, après avoir décidé puis suspendu, débat encore de la possibilité de suspendre tous les paiements de son aide au développement et de réévaluer l'ensemble de ses programmes en cours à l'égard des Palestiniens. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Beaucoup, et y compris des parlementaires français, je pense à Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance, considèrent que c'est une punition collective et donc que ce n'est pas efficace. Écoutez, nous appliquons des punitions collectives. Regardez à la Fédération de Russie par rapport à une agression. Que l'Union européenne en débatte en interne, mais il y a un moment, il y a des réalités qui s'imposent. Hamas est l'agresseur. Hamas
d'éradiquer Israël. Hamas a tué des enfants, a tué dans leur lit des jeunes qui partageaient une fête. Quelque part, aux yeux des Français, c'est le Bataclan, mais pas par quelques individus, mais par une organisation terroriste. Le sujet, c'est de contrôler où va l'argent. Où va l'argent qui a pour objet de soutenir dans leur vie économique, sociale, les Palestiniens. Est-ce que cet argent va bien là où il doit aller? C'est une vraie question qu'il faut se poser et qui m'apparaît, il faut donc passer au crible l'aide européenne, après l'avoir suspendue, pour être certain qu'elle n'est pas détournée. Que peut faire la France et que doit faire la France pour tenter de ranimer ce qu'on a coutume d'appeler le processus de paix dans cette région? Ça m'apparaît aujourd'hui, après de tels événements, être naturellement un objectif, mais il faut que nous passions, j'allais dire, ce drame, ce choc profond, que nous soyons d'abord en solidarité avec le peuple israélien, avec l'État d'Israël, et que ensuite nous nous posions un certain nombre de questions. Je note que un certain nombre de pays soutiennent le Hamas. Je pense à l'Iran ou l'Algérie. Bien sûr. Je pense aussi à ceux qui tergiversent ou qui font silence. Eh bien, la France ne fait pas silence et nous ne faisons pas silence. Mais est-ce que vous pensez que la France a un rôle particulier à jouer parce que nous sommes la 3e communauté juive du monde après Israël et après les États-Unis? Nos concitoyens de confession juive, ils sont nos compatriotes, ils ont pour certains de la famille, des proches en Israël, et donc je me sens particulièrement en solidarité avec eux. Et pas simplement dans les mots, dans les faits. Et je n'ajouterai pas des considérations personnelles sur ce sujet. À l'Assemblée nationale, tout à l'heure à 15h, il y aura une minute de silence en hommage à tous les morts des attaques barbares du Hamas. Allez-vous, vous aussi, proposer une minute de silence à l'entame des travaux du Sénat? Il y aura, au début de la séance de cet après-midi, qui est la première séance après l'interruption de nos travaux et le renouvellement du Sénat, le premier vice-président du Sénat s'exprimera, mais je le dis, je m'exprimerai demain, au début des questions au gouvernement. Ce sera l'occasion d'avoir une expression et publique et relayée médiatiquement d'une manière très symbolique. Gérard Larcher, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Et merci à vous, Valérie Nataf. On vous retrouve donc à 12h40 avec l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Vous écoutez RCJ, il est 12h23. Dans un instant, notre correspondante Emmanuelle Ada sera en ligne avec nous depuis Israël pour commenter donc la situation en temps réel. RCJ Midi, édition spéciale. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Toute l'équipe de RCJ vous souhaite Shana Tova. Et si pour bien démarrer l'année, vous décidiez de communiquer sur RCJ, la radio juive? Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître.
Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. 06 03 47 98 36. RCJ. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h25, à l'heure de partir en Israël. Retrouvez notre correspondante Emmanuelle Ada. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. Alors Emmanuelle, vous êtes donc en Israël. J'aimerais d'abord vous demander comment le gouvernement israélien organise-t-il en ce moment la défense civile alors que le danger terroriste est toujours présent dans le pays ? Tout à fait, Margot. Il y a beaucoup de choses qui se passent depuis ces dernières heures. On apprend que la distribution de permis de port d'armes pour les citoyens israéliens a été autorisée par le gouvernement, par le ministre Ben Gvir. Le ministère de la Sécurité nationale a acheté des armes à feu qui seront distribués à ceux qui s'engageront volontaires pour protéger les villes et les localités israéliennes, car comme vous le savez, de nombreux terroristes circulent encore dans le pays, et c'est le porte-parole de Tsahal qui le dit. Et il faut donc se défendre et se protéger, car on ne peut pas mettre un soldat à toutes les portes d'immeubles. Le point sur la sécurité maintenant militaire, l'armée continue d'attaquer de manière intensive de nombreuses cibles des organisations terroristes à Gaza en utilisant différentes méthodes d'attaque. L'armée a envoyé un message aux populations civiles de Gaza en leur recommandant de fuir la bande de Gaza vers l'Égypte. Et puis les forces de défense israéliennes surveillent de près la frontière. Un mur de fer composé de chars et d'hélicoptères surveille, des milliers de soldats sécurisent la zone et recherchent encore les blessés et des personnes disparues. Des escadrons de terroristes tentent encore de pénétrer en territoire israélien, comme cette unité de terroristes qui tentait ce matin de pénétrer le territoire près de la clôture de Zikim. Ils ont été arrêtés par Tsahal. Et par ailleurs, Emmanuel, les États-Unis ont livré des munitions à Israël et ils ont aussi renforcé leur présence militaire sur le terrain. Oui, tout à fait. Et le porte-parole de Tsahal a tout d'abord annoncé qu'il y avait une mobilisation supplémentaire des réservistes israéliens qui portent leur nombre à 350 000. Des avions de l'armée de l'air sont partis dans différents pays du monde ramener des réservistes israéliens qui se trouvent à l'étranger. Une telle mobilisation n'avait pas eu lieu au cours des dernières décennies. C'est pourquoi, au niveau logistique, les choses sont un petit peu compliquées. Alors, les États-Unis ont offert leur soutien envers Israël dans la planification d'opérations spéciales visant à sauver des otages aux mains du Hamas. D'autre part, le chef d'état-major israélien s'est entretenu avec son homologue américain hier pour mettre au point une coordination du renseignement. Les Américains ont installé un porte-avions et des navires de guerre près des ports israéliens dans le cas d'un scénario dramatique de conflit sur des multifronts. La présence américaine sera certainement dissuasive. Et enfin, Emmanuel, j'imagine que la solidarité est grande dans le peuple israélien en ce moment face à cette épreuve que tous les Israéliens traversent. Absolument, Margot, je pensais que c'était important d'en parler aussi, donner une note un petit peu positive et puis surtout donner Israël en exemple toujours par rapport à sa résilience et par rapport à sa solidarité, son organisation au niveau de sa solidarité. Alors on parle de solidarité humaine, mais il faut quand même imaginer qu'il s'agit dans tous les coins de rue du pays, dans toutes les villes du pays, des collectes qui sont organisées, des centres de tri, des jeunes qui mettent tout en paquets, en colis, des voitures, des camions qui viennent chercher et qui vont aux frontières, alors bien sûr vers le sud, mais aussi maintenant vers le nord, qui vont aider les gens dans les hôpitaux, les blessés, qui vont les visiter, qui vont aider les familles, qui ont des soldats qui sont morts ou des membres de leur famille qui ont disparu. Enfin, une solidarité et une chaîne d'amour a lieu aujourd'hui en Israël qui est absolument incroyable. Merci beaucoup Emmanuelle Ada pour toutes ces précisions et bon courage à vous sur place. Merci Margot, au revoir. Vous écoutez RCJ, il est 12h29. Notre journaliste Victoria Géraud-Velmont nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Margot.
Vous étiez présente hier soir, Victoria, au grand rassemblement de soutien au peuple israélien qui s'est tenu à Paris et vous vous êtes intéressée aux réactions de la classe politique française qui s'est donc réunie hier soir. Oui Margot, hier à partir de 18h30, ministres, députés et élus locaux étaient présents sur la place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. De nombreux membres de la classe politique française étaient là aux côtés du Conseil représentatif des institutions juives de France, mais aussi du Fonds social juif unifié pour affirmer leur soutien à Israël, mais aussi à la communauté juive en France. Du côté de la droite, vous avez entendu ce matin Nicolas Sarkozy dans votre journal, mais il n'était pas le seul du côté du Parti des Républicains à avoir affirmé son soutien à la communauté juive. Écoutez le président du parti LR et député de la première circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Aujourd'hui, le terrorisme, les terroristes ont frappé la démocratie israélienne, se sont attaqués aux libertés. À bien des égards, ce qui s'est passé en Israël ressemble à ce que la France a connu le 13 novembre 2015 ou à Nice le 14 juillet 2016. Ceux qui ont porté ces actes mortels, ces assassinats ont le même visage, portent le même obscurantisme, ce sont les mêmes ennemis. Et cela appelle une réaction unanime de tous ceux qui sont attachés à la liberté, à la démocratie, à la paix. Et naturellement, je déplore et je condamne les propos de ceux qui, notamment les insoumis, ont exprimé une forme de soutien qui s'assimile pour moi à une apologie du terrorisme et qui doit être sanctionnée. Le code pénal le permet comme tel aujourd'hui. La France doit être le moteur de cette réaction. Les députés républicains ont demandé, nous avons déposé dès cet après-midi une résolution pour que la France arrête toute aide au développement à l'autorité palestinienne, une aide qui est détournée pour financer les réseaux terroristes. Et nous demandons aussi, je demande aussi, que ceux qui financent le terrorisme, et notamment l'État qatari, soient également l'objet de sanctions et ne soient pas regardés avec indifférence. D'autres n'ont pas non plus manqué de pointer du doigt les soutiens, ou du moins celles et ceux qui ne condamnent pas ces attaques du Hamas. Écoutez Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Pour montrer la totale solidarité, totale amitié avec Israël, avec l'État d'Israël, avec le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez peur pour la communauté juive en France ? Le gouvernement doit effectivement prendre toutes les mesures pour protéger comme il se doit la communauté juive. Et je pense aussi que nos concitoyens ont besoin de savoir rapidement ce qui s'est passé en Israël. Des massacres, des vrais massacres, terribles, horribles, comme on a peine à l'imaginer. Et il faut voir que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont les soutiens du Hamas, ou ne veulent pas condamner le Hamas, se rendent coupables également de complicité, d'apologie du terrorisme, et qu'il faut effectivement les désigner comme tels et les faire condamner comme tels. Du côté du gouvernement, là encore, les ministres se font nombreux. On a alors vu défiler aux côtés des représentants de la communauté juive Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, ou encore Bérangère Couillard, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Écoutez l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, membre du parti Renaissance, lui aussi présent. Écoutez, c'est un soutien face à la violence terroriste, à cette attaque aveugle dont Israël a subi ce week-end les affres, et donc il me paraît nécessaire d'être ici. Je l'ai été comme ministre de l'Intérieur, toujours aux côtés de la communauté juive quand elle était attaquée, et je le suis comme citoyen aujourd'hui, attaché à la fois à la laïcité, qui est le droit de croire et de ne pas croire que nous devons garantir, et attaché aussi au droit d'Israël de vivre en paix. Il ne faut pas spéculer sur ces choses-là, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut jamais craindre le pire, mais il faut toujours s'y préparer quand on est en responsabilité. Je ne doute pas que le ministre de l'Intérieur et le préfet de police ici sur Paris ont anticipé cela et mis en place les moyens nécessaires. Enfin, à gauche, nous avons pu croiser deux représentants du parti Europe Écologie Les Verts, Nadine Errati et Yannick Jadot, anciens chefs de file écologistes aux dernières élections présidentielles. Celui-ci a tenu à exprimer son soutien, mais aussi à condamner fermement, je cite, ceux qui nient la gravité de ce qu'il se passe. Écoutez-le. Écoutez, on est là face à un drame absolu qui continue, puisque
il y a eu des centaines de personnes massacrées, qu'il y a toujours des otages, qu'il y a des populations civiles qui sont victimes partout. Donc franchement, qu'il y ait des formations politiques qui semblent nier la gravité de ce qui se passe, le fait que ce soit des attentats terroristes à des fins de politique nationale est profondément détestable. Alors élus de droite, de gauche et du centre, tous ont été remerciés et leur présence saluée par Yonatan Arfi, le président du CRIF. Alors que les manifestants attendaient de voir la tour Eiffel s'illuminer aux couleurs d'Israël, il s'est exprimé face aux 20 000 manifestants présents hier soir, place du Trocadéro. Je voudrais remercier de leur présence les élus qui sont avec nous ce soir. Merci de votre engagement clair, sans ambiguïté, contre le terrorisme. Merci à vous qui êtes présents dans la foule, d'être venus ce soir exprimer cette solidarité de toute la France à Israël. Nous avons devant nous la tour Eiffel éclairée aux couleurs d'Israël. Elle brille de 1000 feux bleus et blancs. Je veux remercier la maire de Paris de ce geste de solidarité qui est apprécié. Et je vous demande, s'il vous plaît, en regardant cette tour Eiffel éclairée aux couleurs d'Israël, d'adresser vos pensées aux victimes de ces attaques, d'adresser vos pensées aux otages, parce que dès aujourd'hui, leur libération devient notre priorité collective. Je vous remercie. Longue vie à la France, longue vie à Israël et longue vie au peuple juif. Merci Victoria Gérovelmont pour ce compte-rendu donc au sujet du rassemblement qui s'est tenu hier soir à Paris en soutien au peuple israélien. Vous écoutez RCJ, il est 12h37. Valérie Nataf est à nouveau en studio avec nous. Rebonjour Valérie. Bonjour Margot. Et votre invité, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, on a beaucoup comparé l'attaque qui a visé Israël ce week-end au 11 septembre 2001 aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez également la comparer au 13 novembre 2015 en France, lorsque vous étiez à l'époque Premier ministre ? Je crois que ces comparaisons sont utiles, même si elles se déroulent dans un autre contexte, mais elles sont utiles parce qu'elles permettent, je crois, de faire comprendre à l'opinion de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et donc, en effet, c'est une attaque effrayante, menée par une organisation terroriste, islamiste, créée par les frères musulmans, qui a le soutien par ailleurs de l'Iran et de ses satellites, à commencer par le Hezbollah et la Syrie, qui vise à semer la terreur et à tuer des Israéliens parce qu'ils sont Israéliens, des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Et donc, en cela, oui, évidemment, c'est une organisation terroriste. Donc, ça rappelle le 11 septembre, sa dimension planétaire, le choc que cela représente en termes d'image, mais surtout, évidemment, de victimes atroces. Et nous ne sommes qu'au début. Chacun a en tête, en plus, ces morts, ces otages, ces femmes âgées, ces enfants. Et puis, ce qui s'est passé quelques kilomètres de la frontière entre Gaza et Israël, ces jeunes qui s'amusaient, qui dansaient, comme ces jeunes insouciants sur les terrasses de Paris ou qui assistaient à un concert au Bataclan le 13 novembre. Donc oui, parce que la matrice des frères musulmans et du Hamas, c'est une matrice de haine, bien sûr à l'égard des Juifs d'Israël, mais aussi à l'égard de notre civilisation, de l'Occident, de notre culture. Donc en effet, ces comparaisons sont utiles. Est-ce que le fait qu'il y a un effet de sidération, non seulement en Israël, mais partout dans le monde, parce qu'il y a eu faillite des services secrets, sans doute les plus performants du monde. Gérard Larcher nous disait il y a quelques instants qu'il fallait s'emparer de la question de la fiabilité des services secrets, examiner les process, les procédures pour tenter d'imaginer des parades à ce qui est arrivé en Israël, à Paris en 2015, aux États-Unis en 2001. Quand il y a des attentats, on en déjoue beaucoup.
en Israël ou en Europe. Mais quand il y a des attentats, c'est qu'il y a eu faillite, en tout cas que les terroristes ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Et donc, les services de renseignement, les États, les gouvernements ont l'obligation ensuite d'en tirer les conséquences. C'est ce que nous avons, nous aussi, fait en France. Risque zéro n'existe pas. Nous parlons d'une organisation terroriste, je l'ai fait il y a un instant, mais qui utilise aussi des moyens de guerre, ce que nous n'avons pas connu sur notre sol, et c'est la différence par rapport aux comparaisons que nous faisions il y a un instant en Israël. Israël est un pays ami, nous partageons de grandes valeurs, parce que c'est d'abord une démocratie, et la seule dans cette région. Et moi, par nature, par principe presque, je fais confiance, parce que je sais leur exigence, aux Israéliens, comme ils l'ont fait après un autre type de faillite, dans un autre contexte, il y a 50 ans, au moment de la guerre du Kippour, pour retirer les conclusions. La presse le fait déjà, la Knesset, le Parlement, le fera sans aucun doute. L'expression en général des anciens patrons des services de renseignement intérieurs ou extérieurs israéliens sont toujours très, très nettes, très durs, très, très, très sévères. Donc ce travail va être fait. Au fond, moi je n'aime pas tout examiner, puis on ne sait pas tout. Mais c'est vrai qu'un des services de renseignement qui s'appuient sur un très haut niveau de technologie peuvent oublier parfois, ça nous est arrivé, que le facteur humain est tout à fait essentiel. On a besoin de ces signaux faibles, de cette information qui remonte. Et si elle remonte, de la capacité des uns et des autres, au niveau des services comme des gouvernements, d'analyser toute cette information qui remonte. Je me garde bien de porter des jugements définitifs, surtout de donner des leçons au gouvernement israélien, mais je sais que ces débats, cette exigence de débat va avoir lieu, parce qu'en plus, il y a eu un sentiment d'abandon, cette violence, ce déchaînement. Vous l'avez rappelé depuis samedi, ça n'était pas arrivé à ce niveau-là depuis la création de l'État d'Israël. Et on a, cette fois-ci, c'est la différence avec la guerre du Kippour. C'était les armées égyptiennes et syriennes qui se sont coordonnées, alors que l'information était déjà arrivée au niveau du gouvernement et de l'état-major israélien à l'époque. Mais c'était un affrontement entre armées. Là, on s'est attaqué à la population civile, avec la volonté sans doute d'avoir des objectifs, on va dire, politiques, mais d'abord de porter un coup et de semer le doute et la terreur parmi la population israélienne. Ce que je sais, c'est qu'Israël, cette fois-ci, plus que jamais, mais une nouvelle fois, a la force de répliquer et d'être unis. C'est pour ça qu'Israël et les Israéliens doivent sentir notre solidarité et notre plein soutien dans ce qui est une guerre qui nous concerne aussi. Vous dites notre solidarité, notre plein soutien. Ça n'est pas le cas de toutes les formations politiques en France. Vous avez appelé dimanche sur LCI à un cordon sanitaire du Parti socialiste, du Parti communiste et des écologistes à l'encontre de LFI. Cordon sanitaire, le mot est fort. C'est une expression qui était auparavant réservée à l'extrême droite. Vous l'assumez, j'imagine, volontiers. Vous pouvez nous expliquer ? Valérie Nataf, nous connaissons, vous me connaissez, comme responsable politique depuis des années. Moi, j'ai le sentiment, je n'exprime aucun regret là, que j'ai peut-être payé, parfois dans mon parcours politique, mes prises de position contre l'antisémitisme et le fait d'avoir été le premier, peut-être, comme responsable politique, avoir souligné qu'une partie de la gauche faisait de l'électorat arabo-musulman, je mets des guillemets, un marché. Un objectif, et qu'à partir de ce moment-là, tout était permis. De se désolidariser de Charlie après les attentats de 2015, de participer à des manifestations contre, entre guillemets, l'islamophobie, des manifestations à caractère antisémite, où une sénatrice écologique, à l'époque, avait eu l'indécence de porter en plus une étoile jaune, ou évidemment d'exprimer désormais cette équidistance et ce soutien, parfois, y compris au fond, aux Palestiniens à travers le Hamas. Donc moi, je ne suis pas surpris. Je me surprends en revanche que certains soient surpris à gauche sur le fait qu'ils découvrent d'abord ce qu'est le Hamas,
et qu'il découvre la nature de Jean-Luc Mélenchon et des dirigeants, ou la plupart des dirigeants de LFI. C'est pour cela qu'il y a quelques années, je ne suis pas là pour venir me justifier des prises de position qui ont été les miennes, j'avais évoqué les gauches irréconciliables. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'on ne pouvait pas passer d'accord avec une formation politique qui, sur l'essentiel, sur une certaine conception de l'universalisme, sur ce que sont les valeurs, sur ce qu'est la lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme étant de toute façon le nouvel antisémitisme repris par une partie de la gauche au niveau mondial, ces candidats qui sont soutenus par Jérémy Corbyn, expulsés du Parti travailliste britannique pour complaisance à l'égard de l'antisémitisme. Donc, nous ne pouvons pas passer des accords. Et donc, c'est pour cela qu'en effet, une formation qui, de mon point de vue, n'est pas dans le champ républicain, dans le champ en tout cas des valeurs universelles, c'est d'une certaine manière au-delà même du champ républicain, doit faire l'objet d'un cordon sanitaire. Il est temps que ceux qui, à gauche, ont passé un accord avec LFI pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale, pour une poignée de sièges à l'Assemblée nationale, rompent. Moi, je ne suis plus au PS, mais rompent, parce que c'est nécessaire pour la vie politique. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% lors de l'élection présidentielle. Toute sa politique est précisément, on l'a vu ici aussi cet été, au fond en justifiant ce que faisaient les vandales, les émeutiers de la fin du mois de juin, a une stratégie électorale. Mais elle est dangereuse parce qu'elle tend la société, la fracture davantage. Donc un accord n'est pas possible avec cette formation politique. C'est pour ça, en effet, que j'assume, que je pense qu'il faut un cordon sanitaire. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est ceux qui, aujourd'hui encore, sont en train de trouver des raisons de poursuivre les accords avec Jean-Luc Mélenchon, quand on connaît ses positions sur les problèmes de sécurité, la manière dont il désigne la police, et plus grave, ses prises de position, encore ces dernières heures, sur ce qui se passe en Israël. Enfin, qu'un dirigeant politique qui a été candidat à l'élection présidentielle ose ces propos, mais c'était effrayant. Vous vous rendez compte, s'il était au gouvernement, quelle serait la prise de parole de la France? Vous avez d'ailleurs ce problème dans un pays que je connais bien, l'Espagne, où les ministres qui sont avec des socialistes ont une position différente du chef du gouvernement. C'est terrible pour l'image d'un pays. Alors l'Espagne, ce n'est pas la France, elle n'a pas le même poids, mais qu'un responsable politique qui a été numéro 3 lors de l'élection présidentielle tienne ses positions avec l'influence qui est la sienne, c'est particulièrement dangereux. Donc oui, un cordon sanitaire. Il y a quelques voix à gauche qui sont sur la même ligne que vous et qui font preuve, dit-on, d'un courage formidable. Une Karima Deli chez les écologistes, un Jérôme Guedj encore sur la voie de la réflexion pour savoir s'il faut ou pas rester à la NUPES, ou un François Ruffin qui s'est désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vaut mieux gagner les élections et perdre son âme? On en est encore là? J'ai de l'amitié pour Jérôme Guedj, que je connais depuis longtemps. Oui, il était en Essonne. Mais il se fiche de qui, tous ces gens-là, au fond? En 2014, dans les rues de Paris, on a crié mort aux Juifs, dans une manifestation de soutien au Hamas, avec beaucoup de monde, et qui avait des cibles d'ailleurs cette journée. La synagogue de la rue de la Roquette, mon domicile, juste à côté, la rue des Rosiers, symbole du 4e arrondissement et de l'attentat il y a déjà bien longtemps. En 2019, LFI a participé à une manifestation, je le rappelle il y a un instant, contre la soi-disant islamophobie, avec des slogans antisémites. Et tous ces gens-là n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Et ils ont passé des accords avec LFI à l'occasion des élections régionales de 2020. Voilà pourquoi, à l'époque, on ne demandait rien. J'ai soutenu Valérie Pécresse au 2e tour, pas parce que je m'étais converti au LR, mais parce que face à la gauche unie, avec LFI, je considérais qu'il y avait une question morale. Eh bien, ils ont passé des accords aux élections législatives, en sachant tout cela, précisément pour sauver leur siège ou avoir quelques sièges. Donc c'est insupportable. Je me réjouis que tous ces responsables politiques aujourd'hui comprennent ou réfléchissent. Mais il fallait bien réfléchir avant. Ils lui ont donné une forme de légitimité. Ils ont permis à la NUPES d'avoir 150 ou 160 députés à l'Assemblée nationale. Donc il faut rompre, et vite, et clairement. L'union de la gauche ne justifie pas tout.
Tous les responsables de la gauche doivent se dire, est-ce qu'une alliance est possible avec ces gens-là à un deuxième tour des élections municipales, régionales, législatives ou présidentielles? Non. Alors bien sûr, c'est compliqué, ça pose des problèmes de stratégie politique et électorale. Mais là, on est sur quelque chose qui est fondamental. On a demandé longtemps à la droite de ne pas passer des accords avec l'extrême droite. La droite française, d'ailleurs, l'a fait, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. Mais le parallèle est facile à faire, hein. Donc, sur un sujet aussi lourd, aussi grave, qui engage en plus l'image de la France au plan diplomatique et nos valeurs, il faut être d'une très grande clarté. Moi, je l'ai été, je l'ai payé à ma manière, mais moi, je peux me regarder dans la glace. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à dissoudre, pour vous, certains mouvements et peut-être aussi lever l'immunité des députés, notamment insoumis, qui n'ont pas, par exemple, condamné ces actes de terrorisme? Il faudrait aller aussi loin? Non, mais c'est des sujets différents. S'il y a des tweets, des textes, des écrits, des mots qui sont de l'apologie du terrorisme, il y en a. Bon, c'est une organisation, une organisation qui regardait toujours de manière sympathique. Parce que les trotskistes dans notre pays, pour certains, ils ont toujours comme ça un côté sympathique et romantique. Est-ce qu'on a pu voir ? En plus, ils ont fait 2-3%, parfois aux élections présidentielles, parfois plus, parfois moins. Le NPA, M. Poutou, mais appelant à la guerre, soutenant le Hamas. Moi, je ne veux pas faire une dépêche AFP en disant Valls demande la dissolution du NPA. Enfin, c'est quand même d'une très grande gravité. Mais le combat, il n'est pas que juridique. Il est moral. Il est politique. Donc, voilà pourquoi il faut condamner ces prises de position. Mais tout ça est insidieux. Vous savez, je ne suis pas très optimiste. J'étais heureux de la manifestation d'hier. Où vous étiez? Je remercie la maire de Paris parce que son geste est important. La Tour Eiffel, symbole de notre capitale et dans le monde entier, soit illuminée aux couleurs de l'État d'Israël. Mais je sais que cette guerre va être longue et dure et difficile, qu'il y aura une guerre des images. Donc tout ceci peut se retourner très vite, parce que la guerre c'est difficile, il y a forcément des morts. Donc il va falloir tenir. Je ne suis pas très optimiste, parce que je sais comment ça se passe. Et je sais comment peuvent réagir certains. Donc tous ceux qui aujourd'hui prennent ces positions, ou qui sont dans l'ambiguïté, ils allument des incendies mais pour demain, ça couvre pour demain. Parce qu'il y a une solidarité d'une manière ou d'une autre, une ambiguïté dans le monde arabo-musulman, ou dans les communautés musulmanes vis-à-vis des Palestiniens. Au fond, c'est eux les victimes. Israël, ils n'ont que ce qu'ils méritent, d'une certaine manière. Évidemment, c'est atroce, mais enfin, ce qui va se passer à Gaza, c'est atroce aussi. Ça n'a rien à voir. Bon, donc, on a connu ça. Vous savez, j'ai toujours considéré que s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo avant l'attaque porte de Vincennes de l'hypercachère, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la même mobilisation. J'avais dit à l'époque à l'Assemblée nationale combien j'avais regretté qu'après ce qui s'était passé à Toulouse en 2012, il n'y ait pas eu une plus grande mobilisation. Ce n'est pas l'affaire de la communauté juive. J'entendais l'ancien ministre Castaner s'exprimer sur votre antenne il y a un instant. Il était avec nous hier. Mais ce n'est pas l'affaire de la communauté juive. Ça nous concerne tous. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées. Il y a par ailleurs des compatriotes qui ont été tués. 4 aujourd'hui, d'autres sont enlevés. On découvre encore ce matin un charnier d'une centaine de personnes tuées par les islamistes. À l'époque, déjà, on avait du mal à comprendre que ce qui se passait en Israël depuis longtemps, c'était pas une guerre lointaine. C'était des attaques terroristes qui nous concernaient aussi, malgré la complexité du sujet, sur le fait qu'il faut trouver évidemment des solutions politiques ou diplomatiques à la question palestinienne. Mais là, on n'est pas du tout. Le Hamas, c'est une organisation terroriste dont le but est de détruire Israël. Ces gens-là, qui soi-disant sont de gauche, soutiennent une organisation, le Hamas, qui exécute ses opposants, qui cache les femmes sous le voile, qui poursuit les homosexuels, qui vont se réfugier à Tel Aviv et dans un pays libre comme Israël. Enfin, c'est ça qu'ils soutiennent, les fameux progressistes. Enfin, ça ferait rire si nous n'étions pas dans un drame. Manuel Valls, est-ce que vous pensez que les Juifs de France doivent avoir peur à cause de ce qui se passe en Israël et à cause de ce que vous décrivez de la dérive, la déviance d'une partie des partis politiques français? Petite partie.
comme responsable politique et comme membre d'un gouvernement et son chef pendant près de 3 ans, le cri de désespoir de mes compatriotes juifs a été les choses les plus épouvantables que j'ai eu à vivre. Mais en même temps, quand certains de mes compatriotes juifs m'ont dit « on reste en France », un peu grâce à vous et grâce à l'action de votre gouvernement, parce que vous nous protégez, je me sentais d'une certaine manière réconforté. Au moins, on est utile à un moment. Mais je sens en effet de nouveau que cette peur existe. On l'a recensée, n'exagérons pas, mais c'est une réalité déjà, des mots, des actes, des gestes antisémites. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Et donc, nous ne faisons pas semblant. On l'a vu avec le Covid. On va le voir là maintenant, ça n'a rien à voir. Mais il y a un point commun, c'est que l'antisémitisme, d'une manière ou d'une autre, est là, il est derrière, la haine des Juifs. Et donc, tous ceux qui cherchent d'ailleurs à importer ce qui se passe au Proche-Orient en disant... Voilà, en France, il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes sujets au sens où on a toujours un problème avec les Juifs. La manière de qualifier, de la part de Mélenchon d'ailleurs, le CRIF ou la manifestation d'hier, montre que oui, il faut être évidemment extrêmement vigilant. Et je ne doute pas un seul instant que le gouvernement actuel, Gérald Darmanin était clair, est là pour protéger. Mais nous serons d'autant plus en capacité de protéger nos compatriotes français juifs que nous serons tous dans la rue, que nous serons tous solidaires. Parce que, je le répète, ce ne sont pas que les Juifs de France qui sont concernés. C'est nous, les Français. C'est nos démocraties occidentales. C'est un combat un peu pompeux. C'est un combat de civilisation qui est en train de se jouer. Manuel Valls, merci beaucoup d'être venu à RCJ en direct. Merci beaucoup Manuel Valls et merci à vous Valérie Nataf. Vous écoutez RCJ, il est 12h56. Dans un instant, ce sera vos chroniques. Retrouvez dès maintenant la nouvelle série documentaire de RCJ, Copernic, l'attentat, le procès, de Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman, sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. On a été les oubliés et les silencieux. Vous devinez bien évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus qu'une simple mort sur un trottoir dans Paris. Rendez-vous sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. Un message du Fonds social juif unifié. Salut, c'est Eva. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans? Tu veux te rendre utile? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactenoé@fsju.org. contactenoé@fsju.org. Vous écoutez RCJ, il est 12h58. On va terminer cette édition avec la chronique Écho de Gilles Belaïch. L'écho, Gilles Belaïch. Une chronique très particulière aujourd'hui, bien sûr, dédiée aux victimes de l'attaque lancée le 7 octobre dans le sud d'Israël par les terroristes du mouvement islamiste palestinien du Hamas. Une offensive qui a nécessité de très gros moyens financiers. Comment le Hamas, une organisation terroriste en principe coupée des circuits de financement traditionnels, a-t-il pu financer une telle opération? Décryptage. On le sait, le Hamas bénéficie surtout du soutien financier de plusieurs pays, comme le Qatar ou la Turquie. Mais le plus gros donateur reste de loin l'Iran. 100 millions de dollars par an. Il fournit également des armes et forme des soldats. On rappelle que l'Iran engage aussi 1 milliard de dollars par an pour le Hezbollah. Mais d'autres pays sont cofinanceurs de ce mouvement terroriste, bien qu'ils s'en défendent, comme le Qatar ou la Turquie.
Erdogan verse des fonds notamment par le biais de l'Agence de coopération et de coordination, l'équivalent turc de l'Agence française de développement, comme le révèlent les services secrets américains en 2022. Mais l'Union européenne n'est pas en reste, puisque la Commission se présente comme le grand donateur des Palestiniens avec un total de 691 millions d'euros par an, tout programme confondu. Ces aides qui se veulent humanitaires sont évidemment détournées par les mouvements islamistes, puisque le territoire de Gaza, qui a reçu 5 milliards de dollars d'aides cumulées sur quelques années, et tout autant, les Palestiniens n'en ont jamais vraiment vu la couleur. Doit-on rappeler le patrimoine de 1,3 milliard de dollars et 200 comptes bancaires identifiés de la famille de Yasser Arafat, ancien leader palestinien? Bien mal acquis quand tu nous tiens. Sa veuve vit dans le Carré d'Or à Paris, aucune procédure ne la vise à ce jour. Le Hamas est très actif sur le plan économique et chaque dollar permet d'acheter des armes, des moyens logistiques, payer leurs mercenaires et in fine tuer, nous rappelle l'ONG Counter Financial Crime. Les services secrets allemands qui ont enquêté en 2022 ont révélé avoir identifié près de 500 milliards de dollars d'actifs placés par le Hamas, notamment en Arabie Saoudite, Algérie, Turquie, Qatar et Soudan, dans le domaine de l'immobilier, de l'énergie et de l'import-export et des banques libanaises contrôlées par leur ami Syrie. Le Hamas a bien compris que la crypto-monnaie était inaubaine. Ils ont créé des portefeuilles numériques en bitcoin, sous couvert humanitaire également, et ainsi collecté dans le monde des sommes colossales. Ces portefeuilles sont abrités essentiellement dans des institutions qataries, rien ne nous étonne. Le Hamas est aussi un grand collecteur de taxes devant l'Éternel. En effet, avec le blocus de l'Égypte et Israël avec la bande de Gaza en 2007, lors de leur arrivée au pouvoir, l'Égypte, éminemment consciente du danger de ce mouvement ami des frères musulmans pour son pays, a réagi. Le Hamas s'est mis alors à collecter des recettes fiscales en taxant des marchandises qui transitaient par un réseau sophistiqué de tunnels contournant la frontière égyptienne vers Gaza. Ces tunnels permettent ainsi d'importer illégalement des produits de première nécessité tels que de la nourriture, des médicaments, du gaz bon marché pour la production d'électricité, ainsi que des matériaux de construction, mais aussi des armes. À nouveau, ces importations sont financées par le Qatar sous couvert d'aide humanitaire, taxées par le Hamas et revendues à des prix exorbitants en contrebande aux Gazaouis. Le Hamas collecte à ce jour entre 12 et 15 millions de dollars par mois grâce aux taxes sur les marchandises égyptiennes importées. Selon le magazine Forbes, ces soutiens font du Hamas la deuxième organisation terroriste la plus riche au monde après l'État islamique. Lutter avec des armes contre ces fous, avides de terreur, d'argent et de pouvoir au détriment des innocents, Israël en paie le prix lourd. Mais tout l'Occident le paye, sans oublier le peuple gazaoui lui-même. Bien sûr, assécher leurs ressources doit être aussi notre combat, mon combat. Courage et force à tous ceux qui donnent leur vie pour défendre la nôtre, ici et là-bas. Gilles Belaïch, vous écoutez RCJ, les 13h passées de 2 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Postface, présenté par Caroline Gutmann, qui reçoit François-Guillaume Laurin pour son livre Le temps des trahisons. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.